Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour, bonne année Jean-Marie. Bonjour Marc et bonne année. Merci. Bruno Jeudi, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour Marc, merci, bonne année. Carole Barjon, qui est journaliste politique à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Marc, bonne année. Merci. Et Guillaume Daret, qui est journaliste politique à France Télévisions. Bonjour, meilleurs vœux. Merci. Alors cette fois, c'est la bonne. Après un faux départ en décembre, la réforme des retraites doit être présentée la semaine prochaine, débattue le mois prochain et mise en œuvre à la fin de l'été. C'est en tout cas le plan de bataille du gouvernement. Mais des obstacles se dressent déjà sur la route. Il n'y a d'abord pas de majorité au Parlement et il y a un front syndical uni comme jamais, sans doute depuis une décennie. Le tout dans un climat social déjà lourd, avec des boulangers en colère en raison de l'explosion de leurs factures d'électricité, des médecins en grève et des gilets jaunes qui annoncent leur retour. Alors on va d'abord commencer par les retraites. Il faudra donc travailler plus longtemps pour sauver le système. Emmanuel Macron l'a dit lors de ses vœux. Sa première ministre a précisé que le report de l'âge légal à 65 ans n'est pas un totem. Le ministre du Travail a, lui, évoqué un possible report à 64 ans. Mais après avoir échangé avec la Première ministre, les leaders syndicaux ont clairement dit niet. On les écoute. La CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, est opposée au recul de l'âge légal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Et je pourrais continuer. Et donc, aujourd'hui, on a martelé ce qu'était notre positionnement. La Première ministre a répondu, a écouté. Et je le dis ici, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. On est tous déterminés à ce que cette loi ne passe pas. Et donc tout le monde a évoqué qu'il y aurait des mobilisations très rapidement durant le mois de janvier. Et donc avec un peu d'humour, j'ai dit à la Première ministre qu'elle avait réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre une réforme. Peut-être que c'est ça le message du président de la République, de dire j'écoute et je rassemble autour de moi. Là, il a rassemblé contre lui. Jean-Marie Colombani, Emmanuel Macron avait voulu réformer les retraites lors de son premier quinquennat. Ça avait échoué. Là, il a décidé d'essayer de passer, mais ça s'annonce très très compliqué, voire orageux. Comme le leader de la CGT l'indique, en effet, il rassemble contre lui. Il y a deux fronts qui sont ouverts en fait dans le climat actuel de cette rentrée. Il y a celui très classique qu'on vient d'exposer, donc avec une réforme annoncée par un gouvernement, une opinion publique qui est assez largement hostile et des syndicats qui sont mobilisés. Mais là, j'allais dire, on est dans un paysage balisé et heureusement balisé. On connaît un gouvernement qui décide, qui fait une réforme, des syndicats qui s'opposent, des manifestations qui vont avoir lieu dans la rue. Tout cela est très républicain, encadré, républicain. Après, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner, où la réforme passe ou elle ne passe pas, mais on est dans un cadre bien connu. Et puis il y a un autre aspect du climat qui est celui-là beaucoup plus présent dans les médias et qui est une espèce de presque de... comment dire, pas de délire, mais disons d'appétit médiatique, qui consiste à dire « Ah, mais regardez, la moindre étincelle peut tout enflammer, les étincelles, là, voilà les boulangers. » Donc si c'est les boulangers, c'est la révolution, parce que la révolution a commencé par la critique, enfin par la protestation contre le prix du pain. Et puis il y a l'affaire du timbre aussi, qui est absolument impossible et qui est décidée par la Poste. Et puis il peut y avoir d'autres affaires. Il y a eu les médecins, auparavant il y avait eu cette grève spontanée des contrôleurs de la SNCF. Donc tout peut se déclencher, etc. Et je ne sais pas ce qui va l'emporter. Est-ce que les choses peuvent dégénérer, en effet? Est-ce que les Français voudront vraiment ajouter la crise à la crise, une crise politique à la crise déjà? Et est-ce que l'inquiétude ne sera pas dominante plutôt que l'envie d'en découdre, plutôt que l'envie de manifester? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un climat où l'inquiétude va écraser tout le reste? L'inquiétude notamment venant de la guerre, mais pas seulement de la guerre, avec toutes ses conséquences. Donc là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a à la fois, on est devant une perspective ultra classique, bien balisée, et qui d'une certaine façon est rassurante, parce qu'on connaît, et puis une autre qui est, j'allais dire, presque souhaitée par un certain nombre de médias, et qui est l'étincelle qui va tout embraser.
Bruno, c'est vrai que Emmanuel Macron avait dit « je vais réformer les retraites ». C'est 65-64 ans, on l'avait déjà entendu pendant la campagne, mais certains s'étonnent de sa volonté d'absolument pousser cette réforme, qui n'est pas la même qu'il avait d'ailleurs proposée lors de son premier mandat. Oui, c'est un peu la réforme maudite pour Emmanuel Macron qui a à peu près tout dit, le tout et son contraire sur le sujet depuis quasiment la campagne présidentielle de 2016-2017. Emmanuel Macron qui était contre repousser l'âge de départ à la retraite, puis il est devenu pour... Système à points. Il était pour le système à points, et puis après il a considéré qu'on n'y comprenait plus rien, donc il est revenu à une réforme paramétrique que Édouard Philippe voulait faire, mais que lui voulait pas faire. Enfin bon, les Français ont un peu tout entendu. Et sur ces dernières semaines, il s'est pour le coup arrimé et accroché à cette réforme. Il a répété, c'était à peu près le seul message audible de ses vœux du 31 janvier. Son problème, c'est que je pense qu'il a un casting finalement qui lui permet pas... Personne n'a vraiment réussi à donner un peu de sens à cette réforme, à essayer de... Alors évidemment, elle est très difficile à vendre à l'opinion. En France... C'est simple, les actifs sont contre les réformes des retraites depuis quasiment les années 90, toutes les réformes des retraites. Et puis, il y a évidemment les retraités qui sont pour. Donc l'opinion, c'est simple, c'est en gros... Donc forcément, Emmanuel Macron aura tout le monde contre lui. Mais il n'a pas réussi, je trouve, dans le mois qu'il a ajouté pour la concertation. On a l'impression que c'était un mois pour rien et qu'Elisabeth Borne, qui comptait peut-être un peu amadouer la CFDT, il faut reconnaître qu'elle a échoué. Elle a fait une ouverture politique vers les Républicains, qui sont à peu près les seuls qui peuvent, qui peuvent permettre au gouvernement de ne pas utiliser le 49.3 pour au moins réussir, pour au moins éviter ça dans la situation difficile. Bon, les Républicains, pour l'instant, on a du mal à voir la fumée blanche du côté du bureau d'Éric Ciotti, le nouveau président des Républicains. Ils sont un peu divisés, mais enfin, on imagine quand même qu'ils finiront par sans doute voter une réforme qui se terminera à peu près à 64 ans, avec un allongement un peu de la cotisation, enfin, de durée de cotisation. On verra ce qu'il en est exactement. Mais je pense que oui, je pense que ça va être forcément compliqué. Après, je suis d'accord avec Jean-Marie, l'opinion... Elle aussi entre lassitude et colère. Voilà, et de quel côté ça va l'emporter. Ça va. On ne sait pas de quel côté de la balance va pencher. C'est difficile à dire aujourd'hui. Ça dépendra quand même, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marie, ça dépendra quand même de ce qui se passera autour de cette réforme. Oui. C'est vrai que le gouvernement, et on voit bien, il essaie de calmer toutes les catégories. Bon, si tous ceux qui tapent à la porte ont un chèque, il risque quand même d'y avoir des problèmes pour finir. Alors justement, avant de vous donner la parole, Carole, on va regarder, on parle de l'opinion, on va regarder un sondage qui a été fait pour la revue Politis par l'Institut IFOP, et qui montre que plus de 2/3 des Français sont favorables à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. On est à 62 ans, donc ça montre clairement qu'évidemment ils sont opposés à l'allongement à 64 et 65 ans. Et une deuxième question leur a été posée, est-ce qu'ils sont, oui ou non, favorables à une mobilisation contre cette réforme. Et là, on voit aussi que 58% des Français soutiennent, ou en tout cas sympathisent avec une mobilisation. Seulement 22% sont contre et 20% sont indifférents. Donc évidemment, ce n'est qu'une photographie, parce que pour l'instant, ni la réforme n'a été présentée, la mobilisation, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais ça donne un petit peu une image, une idée de la situation dans laquelle Emmanuel Macron a décidé de plonger son gouvernement. Oui, mais on a quand même plutôt le sentiment, il y a eu d'autres études qui montrent aussi que l'opinion est plutôt un peu résignée. Ça ne veut pas dire qu'elle approuve, mais ça pourrait vouloir dire, par exemple, si on considère ce sondage que vous venez de montrer, qu'elle soutiendrait un peu par procuration, au fond, et qu'elle ferait un peu ou grève par procuration. Mais on n'a pas le sentiment que les Français descendront vraiment massivement dans la rue. Jusqu'à présent, enfin, il n'y a pas eu les mobilisations, les dernières mobilisations n'ont pas été très fortes contre les grandes réformes de la SNCF ou des choses comme ça. Il y a eu des grèves quand même. Oui, il y a eu des grèves, mais il n'y a pas eu... c'était quand même pas massif. Et donc, la question, est-ce que cette réforme passe ? D'abord, ça
Ça dépendra quand même de ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne le sait toujours pas. Le 10 janvier, normalement. Oui, donc mardi prochain. Et donc, est-ce que ce sera 65, 64, 63 ? Pourquoi pas ? Parce qu'après tout, c'est une issue peut-être possible pour le gouvernement. Certains républicains poussent pour ça. Exactement, et c'est bien pour ça que j'en parle. C'est parce que Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, lui a parlé de 63 ans. Donc, est-ce que, après tout, le gouvernement Emmanuel Macron pourrait pas... Mais les sénateurs LR, c'est plutôt 64. Oui, et là, ça devient un peu ils sont eux-mêmes divisés. Mais enfin, je veux dire, si 63 ans pouvaient être une issue, pourquoi pas ? Enfin, il faut d'abord attendre le contenu de la réforme. Pour le moment, ce qui est certain, c'est que, comme l'a dit Bruno, Macron ayant changé d'avis 25 fois sur la question, les Français n'ont toujours pas complètement compris le sens de cette réforme, en fait, puisque on a dit beaucoup que c'était à la fois pour pérenniser le système des retraites, mais on a dit aussi que c'était pour financer la dépendance, ou même la transition énergétique, par exemple. Donc, tout ça n'a pas été clair. Et du coup, c'est vrai qu'il se trouve dans une situation compliquée. Et moi, je pense que ce qui est encore plus compliqué, c'est ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire ce que vous avez évoqué, les boulangers, les bouchers. Je rappelle qu'ils ont manifesté, les bouchers, avant Noël, que voilà, l'inflation touche tout le monde, que la viande est un des premiers postes évidemment sur lesquels on économise, qu'il y a les transports, les déserts médicaux. Enfin, il y a tout ça. L'affaire du timbre qu'a évoqué Jean-Marie tout à l'heure, qui est quand même une folie absolue. Chef-d'œuvre. Et donc, ce sentiment que les services publics ne sont plus pour eux, en fait, qu'ils n'ont plus de services publics. Donc moi, je trouve que c'est ce climat-là qui est plus inquiétant, presque. J'ai le sentiment qu'on voit quand même qu'on est qu'au tout début, finalement, autant les Français sont conscients que cette réforme va se faire, autant, quand on a pu discuter comme tous avec nos proches lors des fêtes de fin d'année, on arrive peut-être seulement au moment où les gens se disent « Ah, je suis de 61, je suis de 62, est-ce que ça va me concerner, pas me concerner ? Ah bah si, je vais me prendre 4 mois de plus ou pas ?» Donc l'ampleur de la mobilisation dépend aussi, je pense, de l'ampleur de la prise de conscience qui, à mon avis, sur le fond et sur le fait de savoir si on sera concerné ou pas et combien de mois ou d'années en plus ça nous fera, débute tout juste. Après, il y a quand même aussi une inconnue, effectivement, sur les modalités de cette réforme. Et ce qu'on voit depuis un mois, c'est que c'est des concertations qui ont servi à rien, parce que, y compris quand Emmanuel Macron dit « je m'arrêterai peut-être à 64 ans », c'est 64 ans en 2027. Donc, en réalité, c'est le même rythme d'accélération que ce qui est vendu si on va jusqu'à 65 ans en 2031. C'est 4 mois de plus par année pour, justement, cette réforme des retraites. Et ce que disait Carole, l'incertitude aussi et la crainte, y compris dans la majorité, c'est que finalement, cette réforme des retraites, eh bien, ça paralyse un petit peu tout le reste. C'est-à-dire que pour faire passer la réforme des retraites, eh bien, le gouvernement décide de réformer de façon beaucoup plus faible le reste de la société. Demain, Emmanuel Macron va présenter ses vœux au secteur et aux professionnels de la santé. Cet après-midi, j'ai échangé avec plusieurs députés de la majorité qui sont spécialistes de ce secteur. Ils me disaient, nous, ce qu'on craint, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de révolution, il faudrait une refondation absolue, mais qu'il y ait une crainte finalement d'un mouvement social d'ampleur dans le secteur de la santé, parce que refonder le secteur de la santé, si vous me permettez l'expression, ça veut dire secouer le cocotier, ça veut dire secouer des corporations. Est-ce que le gouvernement est prêt à cela, à prendre ce risque social-là dans le contexte de la réforme des retraites ? C'est pas certain. Alors, allez-y, Jean. Non, mais pour rebondir sur tout ce qui a été dit, dans ce va-et-vient ou ces explications qui ont changé au fil du temps, ça a donné un résultat politique qui est assez désastreux, parce que le résultat politique, c'est d'inscrire dans l'idée des Français qu'au fond, cette réforme, elle est faite pour l'image du président de la République, pour que le président de la République garde l'image du gars qui a réformé, qui n'a pas reculé devant la réforme, et ainsi de suite. Donc pour le bien de la trace que le président de la République veut laisser dans l'histoire, nous voilà, nous, pénalisés par rapport à ce que nous, je dis nous l'opinion, considère comme un acquis social. Donc c'est en effet le résultat de ce va-et-vient et de cette confusion est assez mauvais sur le plan politique. Mais par ailleurs, le front qui est important, c'est aussi le front politique. Et le front politique, comme vous venez de l'évoquer, on verra bien s'il y avait une logique quelconque dans la vie publique, ce texte, la réforme passerait, parce qu'en effet, elle reprend point par point un certain nombre de revendications de toujours de la droite et donc des républicains. Alors les sénateurs
vont dans ce sens, les sénateurs républicains, mais les députés LR, on ne sait pas. Alors que normalement, il doit y avoir une majorité. Et c'est important pour la suite. S'ils votaient pas. Alors justement, c'est important pour la suite, parce que s'il y a cette majorité entre macroniste et droite sur ce genre de texte, ça peut signifier un premier jalon pour l'après-Macron non négligeable. Et donc c'est un front. Ou derrière, ils ne votent pas le texte immigration. Non, mais le texte immigration, mettons-le à part, c'est autre chose. Parce que là, il y aura de la surenchère, vu qu'ils ont élu Ciotti à la tête des Républicains. Ciotti va être en surenchère complète. Mais s'ils votent le texte retraite... Donc, il n'y aura pas de... Oui, ils ne peuvent pas voter les deux, quand même. Il ne pourra pas voter les deux, pas faire voter les deux. Mais la retraite, normalement, ça devrait être... Et ça va être un point extrêmement important, parce que ça pèsera aussi sur le climat. Si la politique, la représentation nationale vote et que les syndicats s'obstinent je veux dire, ça peut changer la donne. Alors justement, on va écouter à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi le porte-parole du gouvernement sur ce sujet. Précisément, on écoute Olivier Véran. Si je regarde bien, depuis quelques années, il y a des groupes politiques qui ne font pas partie de la majorité et qui portent eux-mêmes une réforme qui a la couleur, l'odeur et le goût de la réforme que nous portons. Donc je me dis qu'en cohérence, il ne serait pas illogique qu'une partie des oppositions, notamment à droite de l'échiquier politique, s'associe aux voix de la majorité pour adopter une réforme que leurs électeurs attendent et qu'eux-mêmes ont promue au cours des dernières campagnes. Alors là, Carole, l'appel du pied n'est pas implicite, il est explicite. C'est le contrat que Nicolas Sarkozy appelait de ses voeux avec Emmanuel Macron. C'est un appel franc et massif, oui, absolument. Mais c'est logique. Il a beau jeu de le faire, puisque, bien entendu, les Républicains réclament cette réforme des retraites depuis des lustres, que le Sénat a même voté une disposition... 2 dernières années. Depuis 2 ans, absolument, sur l'âge à 64 ans. 64 ans et l'accélération va durer 2 ans. Mais il se trouve que le Sénat le groupe, LR au Sénat et le groupe à l'Assemblée nationale ne sont pas forcément sur la même position. Parce que... Éric Ciotti à l'Assemblée nationale, lui, serait plutôt sur 65 ans ou 64. Aurélien Pradié, qui certes n'a pas gagné et n'est pas président des LR, mais enfin qui compte un peu, compte tenu du score qu'il a obtenu, lui ne veut pas du tout de mesure d'âge. Bon, voilà. Et vous avez Olivier Marleix, qui est le président du groupe, qui lui a proposé 63 ans. Donc il faut aussi qu'ils se mettent aussi en ordre de bataille chez eux, quoi. Bruno, mais c'est quand même là, le deal est là quand même, a priori. De toute façon, le deal ne peut se faire qu'avec les Républicains. C'est à peu près la seule force politique qui est en mesure de soutenir ce projet, ou en tous les cas de s'abstenir pour une partie d'entre eux, parce que c'est peut-être comme ça que ça finira à l'Assemblée. Ça va être compliqué. Au Sénat, si c'est 64 ans qui est retenu, le Sénat, il y aura une majorité. C'est à l'Assemblée que la question se pose. Ils sont 62 députés LR. On peut dire que grosso modo, je ne veux pas dire qu'il y a autant de positions que de députés, mais enfin bon, c'est quand même c'est compliqué de s'y retrouver. Pour les Républicains, qui se veulent encore un parti de gouvernement, ne pas soutenir ce texte, là, c'est vraiment, ils vont perdre ce qu'il leur reste de crédibilité en termes de parti de gouvernement. Donc pour Éric Ciotti, c'est vraiment le crash test d'emblée, parce que lui, dont il est parfois... il doit trouver une position commune. Et franchement, aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait, parce que les sénateurs, Aurélien Pradié, Carole le disait à l'instant, Olivier Marleix qui a fait sa sortie, visiblement, ça a créé un pataquès entre Gérard Larcher et Olivier Marleix. Donc oui, ça va jouer là. C'est important pour le gouvernement parce que c'est le soutien des LR quand même. Ça ne change rien à ce qui va se passer dans la rue, ça ne change rien au front syndical, mais ça apaise quand même un peu dans ce moment difficile, parce que les réformes des retraites, c'est toujours un moment difficile pour tous les gouvernements qui s'y sont attelés depuis quasiment les années 90 avec Édouard Balladur. Michel Rocard avait essayé, mais il n'avait pas été plus loin que ça. Donc oui, c'est difficile. Bon. Guillaume, est-ce que vous pensez que sinon le 49.3 reste une option sur la table? Ils l'assument, y compris depuis le début. Ils vont essayer de l'éviter pour donner un sentiment de ne pas rejouer une forme de brutalité politique comme le dénoncent les oppositions. Mais c'est sûr qu'ils ont toujours admis qu'ils utiliseraient ce 49.3. Mais il y a une volonté effectivement d'essayer de convaincre des députés de droite. Et
On l'a vu avec Olivier Véran hier, on l'a vu aussi en filigrane des 19 minutes des vœux d'Emmanuel Macron, avec ces deux mots, le travail, c'est par notre travail et notre engagement, répété à 8-9 reprises dans cet anaphore qui a rappelé la formule, en tout cas la forme de François Hollande, qui était clairement, mais qui était clairement un appel du pied et des mots qui résonnent à l'oreille des électeurs de droite. Donc clairement, l'axe est là. Et si ça passe pas, ils feront appel au 49.3, puisqu'y compris sur la forme, ils ont dit qu'ils pourraient le passer dans un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale qui leur permet, d'après le règlement prévu par l'Assemblée, effectivement, d'utiliser ce 49.3. Ils avaient même commencé par dire ça. Absolument. À l'automne dernier. Ils peuvent l'éviter parce que la probabilité, une des hypothèses les plus sérieuses, c'est quand même qu'au Parlement, il y a toujours une négociation ensuite entre l'Assemblée et le Sénat pour aboutir à un texte. Donc il y a une commission dite mixte paritaire qui élabore un compromis. Compte tenu de la position des sénateurs républicains, les républicains, il n'est pas exclu qu'il y ait un texte issu d'une CMP et qui soit le texte de la réforme et qui aura été donc nourri par les sénateurs, les républicains, et qui permettent l'approbation par les républicains. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt qu'un 49.3 qui serait quand même... ça ferait mauvais effet dans le climat qui risque de s'installer, de grève, de manifestation. Le 49.3 sera en termes absolument. Alors justement, à propos du climat, à l'occasion de la traditionnelle galette des rois à l'Élysée ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé des aides aux boulangers, aux artisans confrontés à des factures énergétiques en hausse parfois exponentielle. Et le président a également fustigé les profiteurs de crise. On l'écoute. J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse. Elle est légitime. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc, la crise, elle touche tout le monde. Il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix, parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période avec cette mesure et cet effort qu'on va demander. Voilà, et pour remettre tout le monde d'équerre, il a demandé aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats dits excessifs. Et ils sont convoqués ce vendredi par le gouvernement. Carole, une réaction un petit peu épidermique d'Emmanuel Macron pour montrer son soutien, parce qu'il n'a pas le choix sans doute. Enfin, épidermique, oui, et aussi parce qu'il se rend, j'imagine, bien compte que les boulangers, ça touche absolument tout le monde. Enfin, c'est un sujet assez explosif. Le pain, comme l'a dit Jean-Marie, pour pas revenir à 1789. Mais c'est aussi des gens qui sont en contact. Ça, les spécialistes de l'opinion ont tous relevé ça, que les boulangers sont en contact permanent avec la population. Parce que vous allez acheter votre pain quelquefois deux fois par jour, et donc c'est du lien, c'est des gens qui parlent, etc. Et donc on voit bien que le risque avec les boulangers, puisqu'il y en a un, j'ai oublié dans quel département, mais qui a voulu faire, l'Oise, c'est ça, où il a voulu faire une manifestation à lui tout seul, en bloquant la route, etc. Et donc on voit bien que c'est autour de ce genre de mouvement qu'il y a un petit risque de gilet jaunisation. Puisque je rappelle, il y avait eu les bouchers aussi avant, et donc évidemment que Emmanuel Macron, là, il a réagi très vite, à mon avis, à cause de ça. Le même qui hier, dans l'enceinte de huis clos du Conseil des ministres, disait entre les lignes à ses ministres, faut arrêter de distribuer des chèques à tout le monde. Oui, parce que c'est la continuation du quoi qu'il en coûte, parce que la réforme des retraites, on dit finalement on arrête le quoi qu'il en coûte, sinon voilà. Le problème, c'est que 12 milliards pour les boulangers, et derrière tout le monde va avoir aussi va vouloir aller toquer à la porte de Bercy pour présenter son addition. Les bouchers, le président et le ministre de l'économie ont dit qu'ils avaient aussi des difficultés importantes, mais Bruno Le Maire, il a essayé de faire un distinguo avec les autres. C'est-à-dire, il dit les boulangers, les bouchers, tout augmente. Les restaurateurs, peut-être que c'est différent. Alors on va voir ce qui va sortir des négociations avec les restaurateurs, mais on voit bien qu'ils sont avant les retraites, ils ont besoin de calmer toutes ces catégories qui, moi, je crois, peuvent quand même faire mauvaise mayonnaise, si je peux me permettre cette expression, parce que les boulangers, Carole l'a dit, c'est extrêmement sensible. 33 000 boulangers en France, 300-400 personnes en moyenne qui achètent du pain par jour qui est vendu dans une boulangerie. Donc ça touche beaucoup de monde.
c'est symbolique. Les bouchers, c'est vraiment aussi pareil, un commerce de proximité. C'est difficile pour le gouvernement, cette crise. Et on voit bien le président, alors bon, il a ciblé les fournisseurs d'énergie. Il a même dit pire, il a dit c'est à eux d'aller renégocier et aller voir les boulangers pour renégocier. Et au passage, il a aussi un peu épinglé le système d'accompagnement mis au point par Bercy sur le thème les numéros verts, on ne comprend rien. Et hier, il a plutôt accompagné ceux qui disent que c'est un peu trop usine à gaz. Parce que franchement, c'est pas facile pour des boulangers qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément le personnel pour c'est les préfets qui vont gérer tout ça. Présenter les préfectures. Donc c'est les préfectures. Les préfets vont devoir donc on va renforcer les préfectures. Mais l'inquiétude est réelle quand même au sein du gouvernement. Évidemment, il y a eu le précédent des Gilets jaunes. Mais ce qui est frappant, c'est que dans la foulée exactement du quoi qu'il en coûte, rarement, je pense, dans l'histoire récente du pays, il y a eu autant d'aides distribuées. Tous les secteurs en difficulté, d'abord les entreprises ont été sauvées pendant la période du Covid, mais au-delà de la période du Covid, il y a les crises actuelles, et là, à nouveau, l'État vient en aide dans des proportions qui sont absolument inconnues, méconnues. Donc on ne peut pas non plus dire que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement apporte une réponse. Donc ça aussi, ça devient un piège. Oui, mais ça entrera en ligne. Ce quoi je veux dire, c'est que sans fin devient un piège. Ce que je veux dire, c'est que sur le climat, ça devrait entrer en ligne de compte. Les gens ne peuvent pas faire comme si rien ne se passait. On ne peut pas descendre dans la rue en disant on est étranglé, etc. quand on va débloquer je ne sais combien de milliards pour cette profession. Donc rappelons-nous qu'on est sorti des Gilets jaunes par un chèque de 18 milliards d'euros à l'époque. Donc voilà. Guillaume, la question est plus effectivement ce qu'on disait tout à l'heure de la question d'une mobilisation au nom de l'opinion. Et je crois que c'est Jérôme Fourquet de l'IFOP qui a fait ses nombreux livres sur l'archipel français et autres qui disait dans une interview il y a quelques jours qu'il constatait davantage une forme, je cite, d'apathie citoyenne et politique et que c'est probablement là-dessus aussi d'une certaine façon que le gouvernement compte en se disant que peut-être il ne fera pas face à une mobilisation trop importante parce que les gens aujourd'hui sont plus dans une forme parfois d'indifférence et d'apathie que de mobilisation extrêmement forte. Vous êtes d'accord, Carole, c'est un petit peu le gouvernement compte un petit peu sur le Covid, l'Ukraine, l'inflation, les gens sont fatigués, ils n'ont plus envie d'aller manifester, mais il faut quand même se rappeler, pendant le premier quinquennat, il y avait eu un mouvement massif contre une réforme des retraites. Bon, après il y a eu le Covid, on a oublié, mais c'est quand même le sujet qui arrive à agréger toutes ces colères souvent, hein, parce que ça concerne tout le monde évidemment. Mais la mobilisation qui avait quand même le plus marqué les esprits, c'est celle des Gilets jaunes. Qui était une forme nouvelle de révolte. Les autres sont plus connus. En plus, très souvent, jusqu'à une époque récente en tout cas, toutes les mobilisations contre les projets de loi du gouvernement en matière sociale sont canalisées, encadrées par les syndicats. Et le problème aujourd'hui, c'est que les syndicats pèsent de moins en moins, sont parfois débordés. Il y a des collectifs indépendants, etc. Et donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour un gouvernement, parce que ce sont des interlocuteurs nouveaux. C'est vrai, mais sur ce sujet, les syndicats sont là. Et c'est eux qui déclenchent le mouvement, c'est eux qui vont déclencher la protestation. Alors que les Gilets jaunes, c'était une décision du gouvernement qui était contestée et qui a provoqué cette mobilisation. Là, il y a zéro décision du gouvernement contre les boulangers, zéro décision du gouvernement contre même l'inflation. Les Français, quand on les interroge, ne rendent pas le gouvernement responsable de l'inflation. Ils savent très bien que ça vient d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi de nature à modifier aussi le paysage et à ne pas croire tout de suite à une gilet jaunisation. Parce qu'il n'y a pas du tout le même processus. Il peut y avoir un incident, il peut y avoir des violences, il y aura certainement des violences s'il y a des manifestations, et il y aura des manifestations, donc il y aura des violences, mais il peut y avoir des dérapages de cette nature. Mais on n'est pas face à une décision réputée mauvaise. Et s'agissant de la retraite, qui en effet touche tout le monde, les syndicats sont au rendez-vous. Ils sont en première ligne, c'est eux qui vont mobiliser, encadrer, etc. Là, on est dans le cadre d'un conflit, dans un paysage classique, dans un paysage qu'on connaît bien et qui est, j'allais dire, traditionnel à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites. Le problème, c'est le timing de la réforme des retraites qui arrive à un moment, qui va arriver au moment où l'inflation va atteindre peut-être son pic, c'est-à-dire entre le mois de janvier et le mois de mars, on va encore avoir une inflation qui va continuer à galoper. D'ailleurs, le président ce matin l'a dit clairement. Donc c'est vrai que cette réforme des retraites va arriver à un moment où beaucoup de catégories
vont être mises en difficulté par cette inflation, par l'augmentation des matières premières. C'est le cas des boulangers aujourd'hui. Les restaurateurs ont l'air de vouloir prendre la suite. Et puis, il y a les médecins qui sont aussi... Donc là, je pense qu'on est dans un timing extrêmement compliqué et on en revient à cette fichue réforme des retraites que le gouvernement n'a cessé de repousser pour différentes raisons, parfois qui ne sont pas de son fait, la crise du Covid notamment. Et évidemment, ce mois de janvier devient le mois terrible pour... Et dont on peut contester l'urgence. Comment ? On peut tout la gauche, en tout cas, la conteste. Ça va être l'argument de la gauche. Les comptes sont positifs aujourd'hui, et par ailleurs, en effet, il y a des sujets plus urgents pour un gouvernement. C'était Bruno, l'argument d'ailleurs d'une partie d'un certain ministre, comme par exemple Gabriel Attal, qui au mois de septembre disait mais il faut faire cette réforme tout de suite par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que de toute façon, dans 3 mois, dans 6 mois, ceux qui sont contre aujourd'hui seront contre dans 6 mois, et effectivement, peut-être l'inflation sera plus importante, notre crise arrivera. Il y a eu débat, et on a bien vu que dans ce débat, le président était plutôt allant pour y aller en octobre, quand la Première ministre était plutôt à essayer de trouver... Parce qu'elle, et François Bayrou. Et d'ailleurs, elle se retrouve en première ligne. Il faut qu'on s'arrête là. On aura, je suis sûr, l'occasion d'en reparler, parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux. C'est donc l'heure de la politique sur les réseaux avec Virginie Reissoult. Véronique, oui, pardon, excusez-moi. C'est la nouvelle année. Reissoult, la directrice de Backbone Consulting. Je reprends mes esprits et on va parler évidemment de ces mouvements qui s'organisent, parce qu'ils s'organisent notamment sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un outil qui est assez efficace. Ce sont des outils même qui sont assez efficaces. D'abord pour rencontrer des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, donc vous sentir moins isolé, et puis après pour vous organiser et faire en sorte qu'il y ait une contestation possible. Je vous ai pris plusieurs exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors évidemment, il y a la fameuse page Facebook du collectif de la survie des boulangers et de l'artisanat. Vous voyez, en bas à droite, il y a un petit cartouche bleue qui dit WhatsApp. Eh bien, ça vous donne une explication de aussi comment ils s'organisent. C'est-à-dire que maintenant, ils ont rajouté une fonctionnalité qui vous permet de contacter directement la personne, soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Vous avez le numéro de l'organisateur, vous pouvez échanger, donc ça devient extrêmement pratique. Sur ces pages, vous avez aussi des consignes et des descriptifs très clairs, comme on va voir là, sur comment les choses vont s'organiser, où est-ce qu'on se retrouve, quel est l'objectif de... Donc, vous voyez, les choses sont toujours... assez concrète. Et puis, eh bien, cette colère, par exemple, des boulangers, ou en tout cas cette inquiétude, eh bien, elle est relayée aussi au-delà de la page Facebook. Donc, par exemple, là, c'était sur Twitter, et vous avez des reprises toujours avec des cas concrets, parce qu'en fait, c'est l'une des spécificités de cette colère sur les réseaux sociaux, de ces expressions, c'est qu'à chaque fois, on parle de témoignages extrêmement concrets. Et puis, je vous ai pris un autre exemple qui était plus d'actualité aujourd'hui, puisque c'est la fameuse page des médecins pour demain. Et vous verrez que ces organisations, elles sont assez différentes selon les corporations. Certes, tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais ce n'est pas toujours de la même façon. Par exemple, cette page, vous allez voir, c'est un groupe qui est fermé. La page qu'on vient de voir avant, c'est un groupe qui est ouvert. Donc ça veut dire que sur un groupe qui est ouvert, on peut tous aller voir. Et donc on va avoir beaucoup de témoignages. Sur un groupe qui est fermé, mais il faut montrer patte blanche. Ce que vous allez trouver comme information est plus compliqué, parfois plus polémique, et toujours dans l'organisation. Donc c'est pas tout à fait... Voilà, c'est pas, quand on dit « Ah, les gens sont sur les réseaux sociaux », oui, mais ce n'est qu'un outil qui vous permet de faire des choses très différentes. Et puis vous avez, eh bien, évidemment, la fameuse page qui, elle aussi, était fermée, des grévistes qui étaient les contrôleurs. En fait, c'était intéressant parce qu'à l'extérieur, en fait, l'autre façon de communiquer, dont les 3/4 se donnaient des consignes sur cette page, était toujours à partir de témoignages. Et c'est sans doute ce qui différencie beaucoup aussi des grèves habituelles, c'est que les gens apprécient le fait que ça n'est pas de la langue de bois, ce ne sont que des témoignages. Et donc c'est une façon de convaincre par la pédagogie de l'exemple. Et ça fonctionne plutôt bien, même si ça n'empêche pas que les gens soient en colère contre la grève, mais ils comprennent un peu mieux. Et puis il faut vous dire que c'est un réflexe qui est devenu habituel. Les Français et les citoyens ont pris l'habitude de s'exprimer. Donc je vous ai choisi une page qui est une pétition nationale pour la collecte des poubelles, voilà, quelque chose de beaucoup plus concret. Mais en fait, il faut vous dire que partout sur le web, les uns et les autres parlent de leur vie quotidienne, s'expriment
explique que là, c'est des gens qui ne sont pas contents en Dordogne. En fait, c'est devenu un réflexe. Donc, ça a l'air de toujours étonner. Mais en fait, non, les gens, ils ont pris cette habitude. Ça ne va pas. Je trouve des gens qui sont d'accord avec le fait que ça ne va pas, ou en tout cas qui ont les mêmes problèmes que moi. On s'organise. Quelquefois, c'est visible, quelquefois, c'est moins visible. Alors, faut-il reprendre l'exemple des Gilets jaunes ? Ben, voilà, on en avait déjà parlé. Alors, vous connaissez le mouvement du 7 janvier. De nouveau, Gilets jaunes. Là, c'est un événement, c'est pas une page. Il y a une petite différence entre les deux. Une page, vous pouvez témoigner. Là, c'est juste pour dire, c'est à cet endroit-là. Donc, du coup, les journalistes vont tous regarder l'indicateur qui est, voilà, que je vais vous montrer juste derrière. Comme c'est un événement, vous dites, je vais venir à l'événement ou je ne vais pas venir à l'événement. Donc là, vous avez un chiffre qui n'est pas énorme, qui est 696 personnes. Donc, ça veut dire que les journalistes disent, oh, ben, donc il ne va pas y avoir grand monde. Sauf que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont vu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signaler qu'ils sont là. À l'inverse, il y a des gens qui vont dire qu'ils viennent et qui ne viendront pas. Mais il y a une réalité, c'est que vous avez des consignes très claires et que, en tout cas, ça permet l'activisme, c'est-à-dire... L'activisme depuis votre canapé, c'est une façon de dire je vous soutiens, je ne descendrai pas dans la rue parce que j'ai peur d'une amende, je ne descendrai pas dans la rue parce que c'est dangereux, mais je vous soutiens quand même. Et il faut vous dire qu'on a des convergences. Voilà, je vais vous montrer la convergence de ces colères. C'était un bon exemple qui est, voilà, à Villiers-Saint-Paul, un boulanger en détresse financière a décidé de bloquer à lui tout seul une route. Les Gilets jaunes l'ont rejoint pour le soutenir dans son blocage parce qu'ils ont vu les images sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est pas tant le volume de cette action et la réalité du rayonnement de cette action en soi et le nombre de personnes, mais le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle les lurkers, qui sont les gens qui sont sur le net, vous en faites partie, et qui ne postent pas ou qui ne commentent pas, mais qui lisent, qui suivent, et c'est ceux-là qui comptent, et c'est ceux-là qui finissent par être convaincus par les témoignages et par les actions de ce type-là. Alors, on va finir... de façon plus légère. Un peu plus légère. Alors, quel est le sujet qui a le plus amusé les internautes ? Un vrai sujet. Oui. Voilà, Bruno a deviné Pantine. Pantine. Mais oui, Pantin, pour son anniversaire, tout ça. Pantine, engagée pour l'égalité. Est-ce que vous imaginez que les internautes se sont amusés ? Eh bien oui, je vous confirme. Alors, il faut peut-être déjà expliquer quand même rapidement. Alors, pour vous confirmer, la ville de Pantin a dit pour son anniversaire qu'il allait changer de nom et s'appeler Pantine. Alors évidemment, vous avez Ciao Pantin, non, Pantine, tu me fatigues. On a eu évidemment quelques projections sur d'autres noms de villes. Espérons que le maire de Puteaux n'ait pas la même idée. Bon, ça va. Évidemment, on a Mâcon. Bah oui, Mâcon. On a aussi la ville de Trécon. Voilà, qui a été beaucoup. Je ne connaissais pas celle-ci. Elle est pas mal, Trécon. J'ai envie de vous poser une question, Marc. Allez-y. Saint-Jean-les-Pins. Voilà. Je préfère ne pas répondre. Donc voilà, donc vous imaginez qu'ils se sont tous bien amusés. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'il y a un petit combo, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, quand on parlait de convergence des luttes, c'est convergence en soi, en direct de Pantine. Jean-Pierre Raffarine déclare « Je me suis engagé pour la défense des boulangers » et avec une très belle image qui normalement est animée où on voit de la farine qui saute. Et comme je sais que M. Raffarin aime bien les blagues, je me suis dit qu'il a dû apprécier. Surtout, il avait été, raffarinades. Il avait été ce ministre du Commerce, donc il avait favorisé le label des boulangers artisans. C'est lui qui l'a créé. C'est pour ça que j'ai trouvé que terminer avec cette blague sur Pantine, mais quand même en lien avec une actualité, voilà. Merci beaucoup. Les blagues. Merci beaucoup sur cette note en effet plus légère. Merci à vous et puis à la semaine prochaine sur France 24.